Inspirés du plan comptable général, les budgets territoriaux doivent respecter les grands principes budgétaires qui ont une fonction centrale. Deux autorités interviennent dans le cadre de l'exécution des politiques publiques. L'exécutif d'une part, l'Assemblée délibérante de l'autre. Ces deux autorités ont des missions complémentaires, mais poursuivent des objectifs différents. L'exécutif doit appliquer le programme pour lequel il a été élu et éviter, autant que possible, que l'Assemblée ne modifie ses projets. Quant aux membres de l'Assemblée délibérante, leur mission est de contrôler l'exécutif, suivre l'exécution des politiques publiques. L'un et l'autre de ces acteurs centraux trouvent dans les documents budgétaires toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. La question est bien la suivante. Comment un même document budgétaire peut-il satisfaire en même temps des intérêts mécaniquement aussi opposés? Le budget de la collectivité locale arrive à être ce document de compromis, de médiation, grâce aux principes budgétaires qui permettent un socle de garantie mutuelle dans le bon exercice de leur mission. Les principes budgétaires imposent à chacun de ces acteurs des droits et des obligations favorables à une coexistence paisible. Le thème des principes budgétaires est un classique, mais mérite d'être rappelé. Les nouvelles contraintes qui pèsent sur les budgets locaux pourraient motiver, ici ou là, certaines pratiques dérogatoires, contraires au droit budgétaire. Le premier principe budgétaire est celui de l'annualité. L'annualité budgétaire impose que le budget soit établi et exécuté sur une période correspondant à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Il en résulte un principe qui est celui de l'antériorité, selon lequel le budget doit être voté avant le début de l'année pour s'appliquer dès le 1er janvier. Cette année permet à l'exécutif d'appliquer le programme prévu pour l'année sans être obligé de revenir devant l'Assemblée pour obtenir les autorisations nécessaires. L'Assemblée, quant à elle, bénéficie ainsi de la garantie d'être saisie systématiquement en fin d'année pour donner son avis sur les conditions d'exécution de la politique menée. Cette année satisfait donc tout le monde, à la fois l'exécutif et à la fois l'Assemblée délibérante. En réalité, nombre de collectivités attendent de connaître, en provenance de l'État, des indications budgétaires et fiscales contenues dans la loi de finances ou communiquées par les services fiscaux, tels que les bases d'imposition par exemple. La loi prévoit donc que le budget primitif puisse être voté jusqu'au 15 avril ou au 30 avril en cas de renouvellement de l'Assemblée délibérante. De même, l'année budgétaire est fictivement majorée d'un mois. Cette journée complémentaire permet de rattacher au budget de l'année N-1 les dépenses engagées, liquidées, mais non mandatées encore au comptable. Le second principe budgétaire est le principe de l'unité. Pour faciliter le contrôle politique et juridique, pour faciliter le suivi de l'exécution budgétaire, il est nécessaire que toutes les opérations budgétaires figurent dans un document unique que l'on appelle le budget. Ce principe connaît deux exceptions majeures. Les budgets annexes, la comptabilité impose une gestion séparée des recettes et des dépenses liées à certains services publics. Il s'agit principalement des services à caractère industriel ou commercial, tels que l'eau et l'assainissement. Deuxième exception à l'unité budgétaire, la pratique des budgets autonomes. Il s'agit de budgets d'établissements publics locaux, tels que les CCAS, les CIAS, la Caisse des écoles, mais également des établissements publics de coopération intercommunale. À côté de ces deux exceptions à l'unité budgétaire, il existe une pratique qui pourrait déroger
à la pratique de l'unité budgétaire, qui est celle de la débudgétisation. La débudgétisation consiste à confier à des tiers, tels que des associations, des missions d'intérêt général dont les coûts, supportés par le budget de l'association, ne figureront pas au budget de la collectivité. Cette pratique est très inégale entre les collectivités. Troisième principe budgétaire, l'universalité budgétaire. Ce principe se décline en deux sous-principes: la non-compensation d'une part et la non-affectation de l'autre. La non-compensation, ou règle du produit brut, impose que toutes les recettes et toutes les dépenses soient inscrites dans leur montant brut dans le budget de la collectivité locale. Il ne doit y avoir ni contraction ni compensation. La reprise au budget principal du solde des budgets annexes et autonomes constitue une exception à ce principe. Concernant la règle de la non-affectation, selon cette règle, une recette ne doit pas être affectée à une dépense. Cette règle connaît de très nombreuses exceptions. La pratique des subventions pour tel ou tel équipement, la pratique des dotations affectées, certaines ressources fiscales telles que la taxe de séjour ou la taxe d'aménagement sont affectées à des dépenses données. Autre principe, la spécialité budgétaire. L'autorisation budgétaire n'est pas globale, mais spécialisée dans son objet en nature ou en fonction, selon la taille de la collectivité. Les dépenses imprévues et les possibilités de virement de compte à compte forment des exceptions à ce principe. Autre principe budgétaire important, le principe de l'équilibre réel. Les comptes des collectivités locales doivent être votés en équilibre. Ce qui impose, premièrement, que les recettes soient égales aux dépenses. L'équilibre s'apprécie au sein des deux sections de fonctionnement et d'investissement et de façon globale. L'équilibre réel impose également la sincérité de l'évaluation des recettes et des dépenses. Les dépenses et les recettes ne doivent être ni majorées ni minorées. Elles doivent être inscrites pour leur montant réel. Si l'excédent de recettes de fonctionnement est une pratique courante et largement conseillée, les contraintes actuelles qui pèsent sur les budgets locaux tendent effectivement et de plus en plus à présenter une section de fonctionnement dangereusement équilibrée. En section de fonctionnement, il est plus que conseillé d'avoir plus de recettes que de dépenses. Un autofinancement minimum risquerait de pénaliser la section d'investissement. Enfin, dernière composante de l'équilibre réel, l'obligation faite aux collectivités locales de bénéficier de suffisamment de recettes pour couvrir les charges de l'emprunt.